Je m'appelle le lieutenant Fett Mason. J'ai 32 ans, et je suis officier dans la marine des États-Unis. Ce moment était censé être le plus grand, et le plus fier de toute ma vie. Je me tenais là, dans mon uniforme blanc de cérémonie, à la base navale de Charleston. Autour de moi, l'air de la Caroline du Sud était lourd, et chargé d'humidité. Alors que mon nom résonnait pour recevoir la Purple Hat, véritable témoignage de ce que j'avais enduré au Yémen, j'ai cherché ma famille du regard, au 3e rang. Et là, je l'ai entendu. Pas une acclamation, mais un murmure vicieux, venant de ma propre sœur, Chloé. C'était juste assez fort, pour que la salle puisse l'entendre, j'imagine qu'il donne ça à n'importe qui survit, de nos jours. Les ricanements qui ont suivi, ne venaient pas d'inconnus. Ils provenaient de mon père, de ma mère, et de mon frère. Ils n'étaient pas simplement embarrassés par ma survie. Ils couvraient un terrible secret. Ils ignoraient que j'avais remarqué, la petite lumière rouge clignotant sur le téléphone de Chloé. Ils étaient en train d'enregistrer mon humiliation. Si vous voulez savoir ce qui se passe, lorsqu'un soldat découvre que le véritable ennemi se trouve dans sa propre maison, dites-moi d'où vous écoutez dans les commentaires. Appuyez sur le bouton j'aime, et abonnez-vous, car j'ai appris une chose, ce jour-là. Les pires blessures, sont celles qui ne saignent jamais. Je me tenais au garde à vous. Ma posture était droite comme une tige d'acier, résistant à la couverture étouffante de la chaleur de Charleston, qui s'infiltrait à travers le tissu immaculé de mon uniforme. L'air, dans l'auditorium de la base, était lourd. Il empestait la cire pour le sol, l'eau salée, et la fierté collective d'une centaine de familles de militaires. Autour de moi, se trouvaient les hommes et les femmes avec qui j'avais servi. Leurs visages étaient marqués par la discipline, et par une force tranquille. Les premières notes émouvantes de l'hymne national ont retenti, et chaque dos, dans la salle, s'est redressé. J'avais rêvé de ce moment pendant des années. Pas pour la médaille, ni pour la cérémonie, mais pour le sentiment profond d'appartenir à quelque chose de plus grand que moi. Ce sentiment, que ma vie avait un but, défini par 3 mots, honneur, courage, engagement. L'amiral Harris, un homme dont la prestance remplissait n'importe quelle pièce, se tenait au pupitre. Sa voix était grave, mais assurée, alors qu'il commençait son discours sur l'embuscade au Yémen. Il a parlé de sacrifice, et du prix de la liberté. J'ai dégluti difficilement, le mouvement se bloquant dans ma gorge sèche. Je pouvais encore ressentir la douleur fantôme dans mon épaule, là où l'éclat d'obus m'avait transpercé. C'était le rappel permanent de cette journée. Mon regard a dérivé, trouvant ma famille au 3e rang. Les Masons de Mount Pleasant. De loin, ils offraient le portrait parfait, de la respectabilité du Sud. Mon père, Richard, propriétaire de chantier naval à la retraite, arborait son expression stoïque habituelle. Son visage semblait sculpté, dans le même vieux chêne qu'il utilisait, pour construire ses bateaux. Ma mère, Eleanor, affichait le sourire serein et exercé, de la parfaite matriarche du Sud. Un sourire capable de calmer une tempête, ou de cacher un secret, avec la même facilité. À côté d'elle, était assis mon frère Evan, et ma sœur Chloé. Et Chloé, ma magnifique et sophistiquée sœur, tenait son téléphone levé, l'objectif pointé directement sur moi. Lieutenant Fett Mason. La voix de l'amiral a résonné dans les haut-parleurs. Une vague d'applaudissements, respectueuse et chaleureuse, m'a submergé. J'ai poussé sur mes talons, et j'ai commencé à marcher vers la scène. Chaque pas était une négociation, avec les éclats d'obus qui restaient incrustés dans mon épaule. Un rappel aigu et palpitant, du prix à payer. Le sol poli reflétait les lumières vives du plafond, donnant au monde un aspect légèrement irréel. J'ai gardé les yeux fixés sur l'amiral, sur le drapeau derrière lui, sur n'importe quoi, sauf sur le malaise grandissant, qui se nouait dans mes tripes. Et puis, je l'ai entendu. Ce n'était pas un murmure perdu, dans le brouhaha de la foule. C'était net, cristallin, et parfaitement chronométré, pour trancher à travers la brève accalmie des applaudissements. La voix de Chloé, oh mon Dieu, regardez-la. J'imagine qu'il donne ça à n'importe qui survit, de nos jours. L'air autour de moi ne s'est pas contenté de se refroidir. Il s'est transformé en glace. Le son des applaudissements, la chaleur, le visage de l'amiral qui m'attendait, tout a reculé. Tout a été remplacé, par un rugissement assourdissant dans mes oreilles. Pendant une fraction de seconde, mon esprit a refusé de l'assimiler. Une blague ? Un commentaire mal placé ? Mais ensuite,
j'ai risqué un coup d'œil. Chloé avait une main couvrant sa bouche, mais elle ne pouvait cacher la lueur triomphante et méprisante dans ses yeux. C'était le même regard qu'elle m'avait lancé toute ma vie. Le regard qui disait « Tu n'es pas à ta place ». Elle m'avait toujours reproché d'avoir fui la cage dorée du chantier naval familial, d'avoir choisi un uniforme, plutôt qu'un héritage qu'elle convoitait. Mais, je n'aurais jamais imaginé que son venin puisse être aussi puissant et aussi public. Ce n'était pas seulement de la jalousie. C'était une déclaration de guerre. Mais ce qui m'a vraiment tué, ce qui a brisé le dernier morceau de mon cœur naïf et discipliné, c'est ce qui s'est passé ensuite. Ce n'était pas seulement Chloé. Mon frère Evan, l'enfant prodige, a laissé échapper un petit ricanement d'approbation. C'était un petit son mesquin, qui s'est glissé dans le silence, comme un couteau. Et ma mère, Eleanor, elle n'a pas sursauté. Elle n'a pas fusillé Chloé du regard. Elle s'est contentée d'offrir un petit sourire, poli et crispé. C'était ce même sourire qu'elle utilisait lorsqu'un invité renversait du vin rouge sur son tapis antique. Un inconvénient mineur et salissant, qu'il fallait gérer. Pas l'âme d'une fille, en train d'être publiquement écrasée. Quant à mon père, Richard Mason, il n'a pas ri. Il n'a même pas souri. Il est juste resté assis là, les bras croisés sur la poitrine, la mâchoire serrée comme du granit. Il m'a regardé, son regard balayant mon uniforme, la médaille que j'allais recevoir, et son expression était celle d'une déception profonde et familière. Ses yeux ne contenaient aucune fierté. Seulement un jugement froid et dur, qui semblait dire « Tu fais encore un scandale, n'est-ce pas ?» Ils n'étaient pas seulement silencieux. Ils étaient complices. Dans ce seul moment effroyable, ils ont dépouillé mon uniforme de son honneur, et mon sacrifice de sa bravoure. Ils ont transformé mon moment de reconnaissance en mon propre procès. Et dans leurs yeux, j'avais déjà été jugé coupable. Je n'étais pas une héroïne. J'étais une source d'embarras, un échec qui avait eu l'audace de survivre. J'ai atteint la scène. Mon corps bougeait sur pilote automatique. La mémoire musculaire d'un millier d'exercices prenait le relais là où mon esprit avait failli. L'amiral Harris s'est avancé, la Purple Hat brillant dans sa main. C'était un homme qui avait connu le combat, qui comprenait la perte. Ses mains étaient fermes et sûres, alors qu'il épinglait la médaille sur ma poitrine. Mais en le faisant, ses yeux, perçants et perspicaces, ont vacillé pendant une fraction de seconde. Il a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule, vers le 3e rang. Puis, son regard est revenu brusquement vers le mien. Ce n'était pas un simple regard de félicitation. Le silence d'un officier peut signifier une douzaine de choses différentes, mais ce regard-là était indéniable. C'était de la reconnaissance. Il savait. Il l'avait entendu. Ses yeux, l'espace d'un instant bref et perçant, ont fait abstraction de la cérémonie, des applaudissements, de l'uniforme. Ils ont vu directement à travers, jusqu'à la blessure qui venait de m'être infligée. Son regard silencieux était un message, aussi clair qu'un ordre verbal. Je vois la vraie blessure, lieutenant, et ce n'est pas celle que vous avez à l'épaule. Soudain, la Purple Hat sur ma poitrine m'a semblé incroyablement lourde. Son poids m'entraînait vers le bas. Ce n'était plus le symbole d'un sacrifice, fait pour mon pays. C'était un marqueur. Le testament froid et métallique, d'une trahison si profonde, si absolue, que je commençais tout juste à en saisir l'ampleur. La pire des blessures, étais-je en train d'apprendre, était celle qui ne saignait jamais. 3 jours après la cérémonie, on m'a accordé une courte permission. Le trajet pour rentrer chez moi était un rituel familier. Un voyage dans le temps, que je n'étais pas sûr de vouloir faire. Mon vieux pick-up a grondé, sur la vaste étendue du pont Ravenel. Les célèbres tours jumelles en diamant, se dressaient contre un ciel bleu brumeux. En bas, la rivière Cooper coulait vers l'Atlantique, indifférente. J'ai laissé l'énergie de Charleston derrière moi, pour entrer dans le calme soigné de Mount Pleasant, là où résidait l'argent ancien, et les vieilles familles. La maison de ma famille se trouvait sur Liberty Street, la rue de la Liberté. L'ironie de ce nom, était devenue plus cruelle avec chaque année passée loin de chez moi. Cela ressemblait moins à une promesse, qu'à une mauvaise blague. En m'engageant dans la longue allée, j'ai vu le panneau en bois sculpté, toujours suspendu à l'entrée, les Mason, une famille bâtie sur l'honneur. La peinture s'écaillait. J'ai conduit le long du vaste chantier naval qui bordait notre propriété. Ces grues, silencieuses et squelettiques,
se découper contre l'horizon. Des souvenirs, vifs et indésirables, ont afflué. Je me suis souvenu de l'odeur de la sueur et du vernis. De la sensation du bois rugueux, sous mes petites mains. Autrefois, mon père m'avait promené dans ce chantier avec tant de fierté, m'apprenant la différence entre le cyprès et le pin, m'expliquant la courbe parfaite d'une coque. Le sang des maçons coule dans ces bateaux, faites, disait-il souvent, la voix chargée de conviction. Mais, quelque part en cours de route, j'ai eu l'impression que ce sang avait cessé de couler pour moi. Il s'était probablement arrêté, le jour où j'avais choisi le blanc immaculé, et strict, d'un uniforme de la Navy, plutôt que l'héritage qu'il avait prévu pour moi. Le jour où j'avais choisi, ma propre définition de l'honneur. J'ai garé le camion, et le souvenir m'a frappé, avec la force d'un coup physique. J'avais de nouveau 18 ans, assise à la table de salle à manger en acajou poli. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres. Il illuminait la vapeur, qui s'échappait d'un bol de crevettes au gruau de ma mère. Crémeux, savoureux, le goût de la maison. J'avais répété mon annonce toute la semaine, les mots me paraissant brillants, et pleins d'espoir sur ma langue. Je suis prise, avais-je dit, ma voix dépassant à peine le murmure. J'ai été accepté à l'Académie navale. Evan, mon frère aîné, avait laissé échapper un rire court et méprisant. Eh bien, au moins quelqu'un paie pour son université. Chloé s'était contentée de lever les yeux au ciel, déjà ennuyée. Mais mon père n'avait pas ri. Sa fourchette avait claqué contre son assiette. Il avait violemment frappé la table du poing, faisant sursauter les couverts sous l'impact. L'Académie, avait-il rugi, son visage virant à une teinte rouge sombre et dangereuse. Aucun de mes enfants ne portera l'uniforme. Ce chantier naval est l'héritage des maçons. C'est ce que nous sommes. Il avait pointé un doigt tremblant vers Evan. Evan reste. Il bâtit l'héritage. Et toi? Il m'avait regardé comme si j'étais une étrangère, une traîtresse. Tu jettes tout ça par la fenêtre, pour aller jouer aux soldats. Tu es une honte pour cette famille. Les mots avaient atterri comme des coups de poing. J'avais regardé ma mère, ma supplique silencieuse suspendue dans l'air. Elle s'était contentée de tendre la main, pour la poser de manière apaisante sur le bras de mon père. « Allons, Richard » avait-elle murmuré, avant de se tourner vers moi, les yeux implorants. « Faites, ne contrarie pas ton père. La famille passe avant tout. » Et c'était toujours ça, son mantra. La famille passe avant tout. Cela résonnait dans ma tête, alors que je passais la porte d'entrée ce soir-là. Ma mère m'attendait dans le vestibule, les bras ouverts pour une étreinte, qui ressemblait plus à une cage. Elle s'est reculée, les mains sur mes épaules, son expression étant un masque soigneusement étudié, de fierté maternelle. « Je suis tellement fier de cette médaille, ma chérie » a-t-elle roucoulé, en me tendant un grand verre de thé glacé, couvert de condensation. Ces mots étaient aussi sucrés que la boisson, mais ses yeux étaient froids, distants. Ils n'ont pas croisé les miens. Ton père? Eh bien, tu sais comment il est. Le chantier naval traverse une mauvaise passe. Ça a été très stressant pour lui. Essaie juste de ne pas ramener plus d'ennuis à la maison. D'accord? La condensation du verre m'a glacé la main. Des ennuis, ai-je demandé, d'une voix neutre. Tu veux dire la vérité, maman? Elle a tressailli, se détournant pour redresser un cadre photo sur le mur. Une dérobade classique. Dans cette maison, la famille passe avant tout ne signifiait pas se protéger les uns les autres. Cela ne signifiait ni honnêteté, ni amour. Cela signifiait que la vérité devait être enterrée. Cela signifiait que les apparences étaient tout. Et ma survie, mon honneur, n'était qu'une fissure gênante, dans leur façade parfaite. La maison semblait étouffante. Chaque pièce était saturée de ressentiments non dits. Je me suis réfugié dans mon ancienne chambre. Un endroit qui ressemblait plus au musée, de la fille que j'étais autrefois. J'ai commencé à trier de vieilles affaires. J'avais besoin d'une tâche, de n'importe quoi pour empêcher mon esprit de s'emballer. J'ai ouvert l'ancienne coiffeuse de ma mère, qui avait été déplacée dans ma chambre il y a des années, à la recherche d'une boîte, pour ranger de vieilles photos. Et c'est là que je l'ai vue. Cachée au fond d'un tiroir, sous une pile de foulards en soie, se trouvait une chose qui n'avait rien à faire là. Une simple enveloppe Kraft. J'ai eu le souffle coupé, en voyant le faible insigne tamponné dans le coin. Le sceau du bureau du renseignement naval, ONI.
Une terreur froide, plus froide que n'importe quelle peur ressentie au combat, s'est propagée dans ma poitrine. Mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes. Pourquoi ma mère, une civile qui organisait des déjeuners de charité, et dirigeait des clubs de jardinage, aurait-elle une enveloppe du renseignement naval? Mes doigts tremblaient, en la sortant. À l'intérieur, il n'y avait aucun rapport officiel. Juste un simple bout de papier jaune, de type mémo, avec une ligne dactylographiée. Surveillance en cours. Civil accédant à des données médicales classifiées, via un contact maçon. Contact maçon. Les mots se sont brouillés. J'étais la seule maçonne dans la marine américaine. Surveillait-il ma famille, ou me surveillait-il moi? Qui était ce civil? Pour qui accédait-il à mes données? Si vous avez déjà eu l'impression d'être l'intrus dans votre propre famille, comme si vous étiez celui que l'on surveillait, au lieu de celui que l'on soutenait, appuyez sur le bouton j'aime. Et faites-le moi savoir dans les commentaires, en tapant simplement le mot « vérité ». Parce qu'à cet instant précis, je savais que j'étais sur le point de découvrir une vérité, pour laquelle je n'étais peut-être pas prête. Au moment même où cette pensée traversait mon esprit, mon téléphone s'est mis à vibrer violemment, sur la table de nuit. L'écran s'est allumé, affichant un nom qui m'a coupé le souffle, d'un seul coup. Amiral Harris, ai-je répondu, ma voix n'étant guère plus qu'un murmure. Monsieur. Sa voix était grave, dépouillée de toute cérémonie. Lieutenant, nous devons parler en privé. Le sommeil était un luxe que je ne pouvais pas m'offrir, cette nuit-là. La directive sombre de l'amiral, et les mots glaçants de ce mémo de l'ONI, contact maçon, tournaient en boucle dans mon esprit. Chaque ombre, dans mon ancienne chambre, semblait s'étirer et se tordre, pour former une nouvelle question, une nouvelle suspicion. Rester allongé dans le lit à fixer le plafond, était une forme de torture. J'étais un soldat. J'étais entraîné pour l'action, pas pour la spéculation impuissante. S'il y avait des réponses dans cette maison, je devais les trouver. Vers 2 heures du matin, alors que la vieille demeure s'était installée dans un silence profond et gémissant, je me suis glissé hors du lit. Je bougeais avec une furtivité acquise par la pratique, mes pieds nus silencieux, sur le parquet frais. Ma cible était le bureau de mon père. Son sanctuaire. La seule pièce de la maison qui lui appartenait plus qu'à quiconque. La porte n'était pas verrouillée. Je l'ai poussée doucement, les charnières laissant échapper un soupir, à peine audible. La pièce était sombre, mais l'odeur familière m'a frappé immédiatement. Un mélange complexe de copeaux de métal, de bois de pin, et de la légère odeur aigre-douce du bourbon. C'était l'odeur du pouvoir de mon père, de son autorité. Et ce soir, je violais son sanctuaire intérieur. Je n'ai pas allumé la lumière. J'ai utilisé la lampe de poche de mon téléphone, pour découper un faisceau étroit dans l'obscurité. Le faisceau a balayé des livres reliés en cuir, des plans encadrés de navires primés, et une photo de lui et d'Evan, serrant la main d'un sénateur. Je n'étais pas sur cette photo. J'ai commencé par les classeurs. Facture du chantier naval, dossiers fiscaux, logistique de la chaîne d'approvisionnement. Une décennie d'une entreprise moribonde, étalée dans des dossiers Kraft. Rien. Je suis passé à son bureau massif en chaîne. J'ai passé au crible des papiers, des relevés de comptes, des lettres. Tout était méticuleusement organisé, parfaitement normal. Mais le nœud d'angoisse dans mon estomac me disait que la vérité n'était pas exposée à la vue de tous. Puis, je l'ai vu. Le tiroir en bas à droite. Il était coincé, bloqué fermement. Il n'était pas verrouillé de manière conventionnelle. On aurait plutôt dit qu'il avait été coincé délibérément. J'ai sorti mon couteau pliant de la Navy de ma poche. Un outil dont je m'étais servi pour tout, de la coupe de corde, à l'ouverture de rations de combat. L'ironie était amère. J'utilisais un symbole de mon service, pour fouiller dans les secrets de l'homme qui le méprisait. J'ai glissé la pointe de la lame dans la fente, appliquant une pression constante. Avec un craquement sec de bois qui éclate, le tiroir a cédé. Mon cœur cognait contre mes côtes. À l'intérieur, il n'y avait pas de registre, pas de document incriminant. Il y avait juste un simple bordereau bancaire impeccable, soigneusement agrafé à une carte de visite. Le faisceau de ma lampe a tremblé, lorsque je me suis concentré sur la carte. Le texte était simple, en relief, dans une police stricte et professionnelle. Maritime Research Group, MRG. Ce nom ne signifiait rien pour moi. Mais le bordereau bancaire, juste en dessous,
signifiait tout. C'était une confirmation de dépôt. Sous la ligne détaillée des services rendus, on pouvait lire « Paiement reçu, 7 500 €. Et en bas, une signature que j'avais vue sur chaque bulletin de notes, chaque autorisation de sortie, chaque chèque de ma vie. R. Masson. La signature indéniable et arrogante de mon père. 7 500 €. Pour un homme comme mon père, ce n'était pas une fortune. Mais, c'était beaucoup trop pour de simples frais de consultation, venant d'une entreprise dont je ne l'avais jamais entendu parler. Un goût amer, acide et fétide, m'est monté à la gorge. C'était un homme qui m'avait fait la morale toute ma vie, sur le fait que l'honneur n'a pas de prix, que le nom d'un maçon valait plus que de l'or. Mais apparemment, le sien avait une étiquette de prix, exactement 7 500 €. Mes mains tremblaient, alors que je prenais une série de photos nettes et claires, de la carte et du bordereau avec mon téléphone. J'avais ma première preuve. Et cela faisait l'effet d'un éclat de verre dans mes tripes. De retour dans ma chambre, le silence était plus oppressant que jamais. Je ne pouvais pas appeler l'amiral. Pas encore. C'était trop personnel, trop à vif. J'avais besoin de plus qu'une simple suspicion. J'avais besoin de savoir qui était émergé. Il n'y avait qu'une seule personne à qui je pouvais faire confiance pour ça. J'ai fait défiler mes contacts et j'ai appuyé sur le bouton d'appel à côté du nom d'Ethan Cole. C'était un ancien coéquipier de mon escouade. Un génie de la cybersécurité qui avait quitté la marine pour fonder sa propre entreprise privée, très lucrative. Il a décroché à la 3e sonnerie. « Tu sais, il est presque minuit à Charleston », a-t-il dit, la voix chaleureuse et teintée d'amusement. « Je te manque tant que ça, Masson ?» L'humour décontracté semblait appartenir à une autre vie. « Ethan, j'ai besoin d'une faveur », ai-je lancé, la voix serrée. « J'ai besoin que tu cherches un nom pour moi. » « Vas-y, Maritime Research Group. » Le silence à l'autre bout de la ligne a été immédiat et absolu. La chaleur de sa voix a disparu, remplacée par un ton froid et dur. « Faites, où es-tu en ce moment ?» a-t-il demandé, très sérieusement. Je lui ai dit la vérité. Que j'étais chez mes parents, que j'avais trouvé quelque chose dans le bureau de mon père. Un autre long silence. « Faites, je ne peux pas » a-t-il finalement répondu, la voix basse. J'ai une famille maintenant. Une femme, un gosse. Mon habilitation de sécurité, c'est tout mon gagne-pain. Si je fais passer ce nom dans mes systèmes, si le contact Masson est bien ce que je pense, on dépasse de loin la simple fuite de données. C'est de la trahison. Je ne peux pas m'impliquer. Ces mots ont été un coup de poing dans le ventre. L'isolement que j'ai ressenti était écrasant. Ethan, ai-je supplié, la voix brisée. Le sergent Davis est mort dans mes bras. Je l'ai tenu, pendant qu'il se vidait de son sang sur ce sable. Tu lui es redevable. Tu nous es redevable à tous. Fais juste une recherche, via les canaux publics. Rien qui ne puisse te compromettre. S'il te plaît. Je l'ai entendu soupirer. Un son lourd et vaincu. Laisse-moi 30 minutes. La demi-heure qui a suivi a été la plus longue de ma vie. J'ai fait les 100 pas dans ma chambre, comme un animal en cage. Les pièces d'un puzzle horrifique commençaient à s'assembler dans mon esprit. Puis, mon téléphone a vibré. Un SMS. Une seule ligne de la part d'Ethan. Ce n'était pas une phrase, c'était un coup de massue. Faites. MRG est une société écran. Ils font l'objet d'une enquête fédérale, liée à la fuite du convoi au Yémen. Mes mains ont commencé à trembler de façon incontrôlable. J'ai manipulé le téléphone avec maladresse, pour lui répondre « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Un deuxième message est arrivé immédiatement. C'était un lien, vers un article de blog de renseignement, lourdement crypté. Le titre seul m'a donné la nausée. MRG soupçonné de vendre les itinéraires des convois médicaux, à des entrepreneurs étrangers. Le téléphone a glissé de mes doigts engourdis, et s'est fracassé sur le sol. Le convoi médical. Mon convoi. L'itinéraire sur lequel nous étions ce jour-là. L'embuscade qui avait tué Davis et Chen, et qui m'avait presque tué. Ce n'était pas le hasard. Ce n'était pas de la malchance. Ils avaient vendu l'information. Ma famille. Mon propre père avait pris de l'argent pour vendre l'itinéraire, qui nous avait menés, mon équipe et moi, dans un abattoir.
Il avait failli me faire tuer, pour 7500 €. Pendant 2 jours, après avoir découvert le bordereau bancaire, j'ai existé dans un état de rage froide et silencieuse. Savoir que mon père m'avait trahi, était une chose vivante en moi. Elle s'enroulait dans mon estomac. Je parlais à peine, me déplaçant dans la maison comme un fantôme. Je les observais. J'ai regardé mon père au téléphone, sa voix n'étant qu'un faible murmure. J'ai vu ma mère voltiger dans la maison, nettoyant de manière compulsive. Son anxiété était un bourdonnement palpable dans l'air. Ils m'observaient aussi. Je pouvais sentir leurs yeux dans mon dos. Je pouvais deviner que leurs conversations étouffées s'arrêtaient, au moment même où j'entrais dans une pièce. Nous étions des soldats dans une guerre froide et silencieuse. Et j'attendais qu'ils fassent le prochain mouvement. Il est arrivé le 3e jour, via un SMS de Chloé. Sa photo de profil était un cliché de professionnelle d'elle, souriante. Dents blanches parfaites, cheveux blonds parfaits. Le message était d'une douceur écœurante. Dîner de famille chez Olès ce soir, pour fêter dignement ton retour à la maison. C'est pour moi. Olès Chopouse. Le steakhouse traditionnel le plus exclusif de Charleston. C'était un endroit pour les célébrations, pour conclure des affaires. Pour projeter une image de richesse et de réussite. C'était une performance. J'ai su instantanément que c'était un piège. Un interrogatoire, déguisé en célébration. Ils voulaient évaluer ce que je savais. Depuis la découverte de ce reçu, j'étais devenu un fantôme à leur banquet. Mon silence était une menace, qu'ils devaient neutraliser. Très bien. J'allais entrer dans leur théâtre de mensonges. J'avais besoin de voir leur visage. De regarder dans les yeux, les gens qui m'avaient vendu, pour le prix d'une voiture d'occasion. J'ai tapé une réponse simple, super. À 19 h. Quand je suis arrivé, la représentation battait déjà son plein. L'hôtesse a accueilli ma famille par leur nom. L'éclairage tamisé et intime du Olès brillait sur les boiseries sombres et les nappes blanches immaculées. Un trio de jazz jouait doucement dans le coin. Les notes fluides d'un saxophone se frayaient un chemin à travers le faible bourdonnement des conversations et le tintement des verres à vin. L'air sentait l'argent, la viande saisie et le parfum hors de prix. Ma famille était assise à une table de choix, au centre de la salle à manger. Un tableau parfait des maçonnes, heureux et prospères. Mon père avait l'air distingué, dans un blazer sur mesure. Ma mère était élégante, dans un chemisier en soie. Chloé et Evan riaient de quelque chose, sur le téléphone d'Evan. C'était une production sans faille. Une harmonie familiale parfaite. Et chaque note de tout cela, était un mensonge. Je me suis glissé sur la chaise vide, et les amabilités ont commencé. Ma mère s'est empressée autour de moi, me demandant si j'avais assez chaud. Chloé a fait un compliment sur mon chemisier. C'était tellement répété, tellement dénué de tout sentiment authentique. Ça m'a donné la chair de poule. Les banalités ont duré, jusqu'à ce que le serveur prenne nos commandes de boissons. Puis, mon père s'est penché en avant, posant ses coudes sur la table, une lueur prédatrice dans les yeux. Alors, lieutenant, a-t-il commencé. Le titre dégoulinait d'un sarcasme, si épais que je pouvais le goûter. Vous profitez de votre nouvelle célébrité? Est-ce que votre petite médaille vous donne droit à une réduction sur un repas comme celui-ci? Avant même que je puisse formuler une réponse, Evan est intervenu, avec un sourire gras sur le visage. Et, si tu ne t'en sers pour rien, je pourrais te l'emprunter, cette chose, un de ces 4? Ça rendrait bien, accroché dans le bureau du chantier naval. Ça pourrait t'aider à décrocher quelques nouveaux contrats, tu sais. Ils en parlaient comme si c'était un bibelot bon marché, un accessoire. Pas un symbole de mon sang versé sur une terre étrangère. Pas un testament pour les amis que j'avais perdus. Ma mère s'est contentée d'offrir un petit rire faible et hésitant. Oh, les garçons, a-t-elle grondé doucement. Comme s'il me taquinait sur une nouvelle coupe de cheveux. Elle était la pacificatrice. Celle dont le travail était de lisser les fissures, de faire semblant que la cruauté n'avait pas lieu. Mon estomac s'est noué, d'un mélange nauséabond de rage et de dégoût. Et puis, juste au moment où j'allais dire quelque chose, n'importe quoi pour briser cette mascarade grotesque, Chloé a sorti son téléphone, et l'a posé contre le verre d'eau. La petite lumière rouge était allumée. Elle diffusait en direct. Souriez tout le monde, a-t-elle gazouillé.
Sa voix s'est instantanément transformée, pour adopter son personnage d'influenceuse pétillante, sur les réseaux sociaux. Salut les amis. Je passe juste un merveilleux dîner de famille ici au Hollis. Et je suis avec ma personne préférée au monde, ma petite sœur, et, je le jure devant Dieu, une véritable héroïne américaine, faite. Elle a tourné la caméra vers moi, son sourire étant une chose aveuglante et prédatrice. Nous sommes tous tellement, incroyablement fiers de son service pour notre pays. Ça compte énormément pour nous. J'ai regardé, figé, alors que ses pouces manucurés volaient sur l'écran, tapant les légendes. Je pouvais voir les hashtags apparaître, dans le fil des commentaires. Fière famille militaire. Honneur. Armée forte. Soutenez nos troupes. L'hypocrisie était si profonde, si audacieuse, qu'elle m'a presque coupé le souffle. C'était une sensation physique. Comme de l'acide qui remonterait dans ma gorge. Elle était un vautour, picorant les os de mon sacrifice, pour obtenir quelques miettes de validation publique. Elle utilisait ma douleur, mon traumatisme, mon service, comme une monnaie d'échange pour acheter des likes et des abonnés. Cette même femme, qui s'était moquée de ma survie dans une salle pleine de soldats, se présentait maintenant, comme la sœur la plus fière d'Amérique. J'avais envie de hurler. J'avais envie d'attraper ce téléphone, et de le fracasser contre le mur. Je voulais renverser la table, et les exposer pour les escrocs qu'ils étaient. Mais je ne l'ai pas fait. Des années de discipline navale, d'apprentissage pour contrôler mes émotions sous le feu, ont pris le dessus. J'ai gardé mon expression dans un masque de froide neutralité. J'étais un officier. Je ne perdrai pas mon sang-froid. Pas ici. Pas selon ces termes. C'est alors que j'ai senti une vibration dans ma poche. Mon propre téléphone. Je l'ai discrètement sorti, sous la table. C'était un SMS d'un numéro, que j'ai reconnu instantanément. L'amiral Harris. Mon sang s'est glacé. Le message était court, direct et urgent. Nous avons trouvé d'autres documents financiers. Retrouvez-moi après le dîner. Ne leur laissez rien paraître. Une décharge d'adrénaline m'a traversé, dissipant le brouillard rouge de ma colère. Ce n'était plus seulement un drame familial. C'était réel. J'ai levé les yeux de mon téléphone. Chloé roucoulait toujours pour ses abonnés, ignorante. Mon père faisait signe au serveur, pour avoir un autre verre de bourbon. Evan faisait défiler des choses sur son propre téléphone. Il n'en avait aucune idée. Les règles du jeu venaient de changer. J'ai soigneusement posé ma serviette sur la table, et je me suis levé, mes mouvements calmes et délibérés. « Excusez-moi » ai-je dit, d'une voix égale. « Je dois aller aux toilettes. » Tous les regards se sont tournés vers moi. Ceux de ma mère contenaient une lueur d'inquiétude. Ceux de Chloé, un éclair d'agacement, de voir son direct interrompu. Mais c'est le regard de mon père, qui m'a retenu. Il était perçant, méfiant, analytique. Il observait chacun de mes mouvements, essayant de me lire. Il savait que quelque chose n'allait pas. Je me suis retourné, et je me suis éloigné de la table. Je sentais le poids de son regard dans mon dos. La représentation était terminée. La vraie bataille était sur le point de commencer. Je ne suis pas allé aux toilettes. J'ai marché droit devant, à travers le restaurant bondé, j'ai passé les lourdes portes d'entrée, et je suis sorti dans la nuit humide de Charleston. Le voiturier a à peine eu le temps d'amener mon pick-up, que j'étais déjà dedans, en train de tourner la clé. Mon cœur martelait un rythme effréné contre mes côtes. J'ai conduit avec une concentration, que je réservais d'habitude aux situations de combat. Mon esprit était une page blanche, remplie d'adrénaline et de détermination. Le point de rendez-vous était un parking désert, surplombant le port. Un endroit où les lumières du pont Ravenel se reflétaient comme des diamants éparpillés sur l'eau sombre. L'amiral Harris était déjà là, m'attendant dans sa berline banalisée. Je suis sorti de mon camion, et je me suis glissé sur son siège passager. L'intérieur de la voiture était sombre. La seule lumière provenait de la faible lueur du tableau de bord, et de l'écran d'un ordinateur portable ouvert, sur la console centrale. Il n'a pas perdu de temps en amabilité. Il a simplement poussé une fine chemise cartonnée sur la console, vers moi. Mon nom était proprement dactylographié sur l'onglet. Relevé bancaire, a-t-il dit, sa voix grave comme du gravier. Nous avons obtenu un mandat cet après-midi. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur,
il y avait des pages de relevés financiers. Des colonnes de chiffres, qui dansaient devant mes yeux. Harris a pointé un gros doigt, vers un nom surligné sur la première page. Le compte est au nom de votre frère. Evan Mason. Mon sang n'a fait qu'un tour. Il a tapoté la page. Des paiements réguliers et récurrents, du Maritime Research Group. 50 000 € sur les 6 derniers mois. J'ai fixé les chiffres, mon esprit luttant pour relier les points. Evan, ai-je murmuré. Ce nom avait le goût de la cendre dans ma bouche. Mon frère. L'enfant prodige, l'héritier du chantier naval. Il était charmant, paresseux et avide. Mais je n'aurais jamais cru qu'il soit capable de ça. Mais il n'est pas assez intelligent pour réussir ce coup-là. Il ne connaît rien à la logistique militaire. Exactement. Harris m'a coupé, la voix sombre. Ce n'était pas lui le cerveau. Il n'était que le passeur. Il a fermé le dossier bancaire, et a tourné l'ordinateur portable vers moi. Sur l'écran, se trouvait un rapport de renseignement classifié. Il était lourdement censuré par des barres noires, mais une section avait été laissée en clair. Harris a pointé les 2 dernières lignes, d'un paragraphe de résumé. Elles indiquaient, renseignements fournis par Mason. Vérifiés par Mason. 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 Mon frère était la source. Mon père. Mon père était le vérificateur. L'air dans la voiture m'a soudainement semblé rare, irrespirable. En tant qu'officier de la Navy, je comprenais la chaîne de commandement, les protocoles de renseignement. La vérification était essentielle. C'était le sceau de légitimité, qui transformait des données brutes en renseignements exploitables. Mon père. Avec ses décennies d'expérience. Sa réputation de maître constructeur de navires. Son réseau de contacts dans l'industrie maritime. Il avait utilisé sa crédibilité pour valider les informations que mon frère avait réussi à voler d'une manière ou d'une autre. Voler d'où? De mes emails? De mes appels téléphoniques? M'espionnait-il depuis le début? Ce n'était plus une simple dispute familiale pour de l'argent. Ce n'était pas juste une trahison. C'était de la trahison d'État. Un père et son fils, conspirant pour vendre des informations, qui avaient conduit à la mort de soldats américains. Mes mains tremblaient. Monsieur, quels sont mes ordres? Vos ordres, lieutenant, a répondu Harris, son regard dur comme l'acier. Sont de rentrer chez vous. D'agir normalement. De ne pas vous impliquer. Vous êtes maintenant un témoin matériel, dans une enquête fédérale. Nous prenons le relais à partir d'ici. J'ai quitté le port en voiture, dans un état second. Mon esprit était un maelstrom de choc et d'horreur. Les lumières de la ville se brouillaient entraînées de couleurs. Comment pouvais-je agir normalement? Comment pouvais-je retourner dans cette maison, et les regarder, en sachant ce que je savais? À mi-chemin, mon téléphone a sonné. Un numéro masqué, inconnu. J'ai répondu par instinct. Arrêtez de creuser, Madame Mason. La voix à l'autre bout du fil était plate, métallique, et totalement dépourvue d'émotion. Vous ne voulez pas des réponses que vous cherchez. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. J'ai violemment raccroché, le cœur battant à tout rompre. J'ai jeté un coup d'œil dans mon rétroviseur. Une paire de phares, qui m'avait suivi pendant les derniers kilomètres, me semblait soudain trop proche, trop insistante. Un gros pick-up noir. Il copiait chacun de mes virages. Le message était clair. C'était réel. Le danger n'était pas seulement un dossier, dans le bureau d'un amiral. Il était ici, sur la route avec moi. Ils ne se contentaient pas de vendre des informations. Ils étaient prêts à tuer pour protéger leurs secrets. Ils avaient déjà essayé de me tuer une fois au Yémen. Maintenant, ils étaient prêts à essayer de nouveau en Caroline du Sud. Quand je me suis finalement garé dans l'allée, mes mains étaient glissantes de sueur sur le volant. Le camion noir a continué sa route, et a disparu. J'ai pris une profonde inspiration tremblante, et je suis entré dans la maison, me préparant à une confrontation. Au mensonge. À n'importe quoi. Mais je n'étais pas préparé, à l'attitude de ma mère. Elle m'attendait dans le salon. Une silhouette solitaire, illuminée par une seule lampe tamisée. Elle portait une chemise de nuit en soie, l'air élégante et fragile. Mais sa voix, lorsqu'elle a parlé,
n'avait rien de fragile. Faites. Où étais-tu? Ce n'était pas une question née de l'inquiétude. C'était une accusation. Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté de la fixer. Elle s'est levée et s'est approchée de moi. Son expression était un mélange savamment dosé d'inquiétude et de déception. « Tu es en train de détruire cette famille », a-t-elle dit, sa voix n'étant qu'un murmure bas et venimeux. « Ton père a presque tout perdu, en essayant de maintenir ce chantier naval à flot. Et tu rentres à la maison, non pas pour aider, mais pour amener cette tempête avec toi. » Elle a fait une pause, inclinant la tête. Ses yeux cherchaient une faiblesse dans les miens. « Es-tu sûr que tu vas bien, ma chérie? Est-ce le SSPT, syndrome de stress post-traumatique? Le docteur a dit que tu pourrais avoir des épisodes. Que tu pourrais devenir paranoïaque. » Le mot est resté suspendu dans l'air entre nous. Une fléchette empoisonnée. Paranoïaque. Tu t'imagines des choses pour blesser ton père, pour nous blesser, a-t-elle continué. Sa voix s'adoucissant pour adopter un ton de profond chagrin théâtral. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu te montres tellement égoïste. Égoïste. Elle m'a traité d'égoïste. De paranoïaque. Elle se tenait là, l'incarnation même de l'inquiétude maternelle, et me manipulait psychologiquement, gaslighting, avec la précision d'un chirurgien. Elle détournait mon traumatisme, et mon sacrifice, en une arme pour me discréditer. Pour les protéger, eux. À cet instant, le dernier lambeau d'espoir que j'avais, celui qu'elle n'était peut-être qu'une victime silencieuse, une femme prise au piège, s'est désintégré. Elle n'était pas une victime. Elle était une complice. Elle n'était pas ma mère. Elle était la gardienne de cette prison. Et j'ai réalisé que mon combat n'était pas seulement pour la justice. Il en allait de ma propre santé mentale. Les mots de ma mère avaient pour but de me briser. Ils étaient conçus pour me faire douter de mon propre esprit. Pour me ramener dans le silence étouffant de la famille. Mais quelque chose en moi, quelque chose forgé dans les déserts du Yémen, et durci par des années de leur cruauté ordinaire, a refusé de se briser. Ça s'est enflammé. Le mot paranoïaque résonnait dans ma tête. Mais au lieu d'y semer le doute, il a nourri une rage chauffée à blanc. Je suis allé dans ma chambre, et j'ai regardé mon reflet dans le miroir. J'ai vu l'épuisement dans mes yeux. La tension dans ma mâchoire. Et la fine ligne argentée d'une cicatrice, juste au-dessus de ma tempe, causée par un éclat d'obus volant. Je n'étais pas paranoïaque. J'étais un témoin. L'appel anonyme. Le camion noir qui m'avait suivi. Ce n'était pas mon imagination. C'était de la peur. Leur peur. Ils avaient peur de ce que j'allais découvrir. Alors que je me tenais là, mes yeux se sont posés sur un livre, laissé sur mon étagère lors d'une visite, il y a des années. Un cadeau d'un ami. Le pouvoir de la vulnérabilité de Brené Brown. Une ligne que j'avais soulignée, mais revenue avec une clarté soudaine et saisissante. Le courage commence par se montrer, et se laisser voir. Je ne serai pas réduite au silence. Je ne serai pas rendue invisible. Il restait un endroit que je n'avais pas fouillé. Le seul endroit que mon père considérait, plus sacré que sa propre maison. Le chantier naval. L'ordre de l'amiral Harris d'agir normalement, était une impossibilité stratégique. Attendre que la machine fédérale se mette en marche, c'était comme attendre l'autorisation de se noyer. Cette même nuit, dissimulé par l'obscurité, j'ai reconduit mon pick-up jusqu'au chantier naval. Je me suis garé à moins d'1 kilomètre, et je me suis approché à pied, me déplaçant dans l'ombre comme on me l'avait appris. L'air des marais salants était frais et humide, portant l'odeur familière de la marée basse, et de la créosote. J'ai contourné l'entrée principale, escaladant une section de la clôture grillagée à l'arrière. J'ai atterri silencieusement sur le gravier, à l'intérieur. Le chantier était une ville fantôme, de machines endormies et de coques inachevées. Leurs nervures squelettiques se détachaient crûment, contre le ciel sans lune. J'avais une seule cible, le bureau principal de mon père, le centre nerveux de son empire déchu. Cette fois, je ne cherchais pas de papier. Dans le monde d'aujourd'hui, les vrais secrets ne se trouvaient pas dans des registres. Ils étaient sur des disques durs. J'ai balayé le bureau avec la lampe de poche de mon téléphone, tous mes sens en alerte. La tour principale de l'ordinateur était propre, effacée de tout ce qui aurait pu être utile, j'en étais sûr.
Mais mon père était de la vieille école. Il croyait aux sauvegardes physiques. Mes yeux ont parcouru la pièce, et se sont arrêtés sur un vieux coffre-fort en acier lourd, caché sous son bureau massif. Il était recouvert d'une fine couche de sueur. Ce n'était pas un modèle high-tech, juste une simple serrure à combinaison, qu'il avait probablement depuis 30 ans. Je connaissais la combinaison. C'était la date de naissance de ma mère. L'ironie douloureuse ne m'a pas échappé. Avec un lourd cliquetis, la porte s'est ouverte. À l'intérieur, parmi des médailles poussiéreuses de la chambre de commerce, et une bouteille de scotch hors de prix, se trouvait un petit disque dur externe noir. Une simple étiquette blanche était collée sur le dessus, avec 3 lettres et 4 chiffres, écrits de l'écriture pointue de mon père. Rapport MRG 2022. Mon cœur battait à tout rompre, comme s'il allait s'extraire de ma poitrine. C'était ça. Je n'ai pas osé le brancher sur son ordinateur. Je l'ai pris, ainsi qu'un ordinateur portable de l'entreprise, dans un bureau adjacent. Et je me suis retiré, dans le silence caverneux et résonnant, d'un hangar de fabrication. Je me suis assise sur un seau renversé, l'ordinateur en équilibre sur mes genoux, et j'ai branché le disque. L'écran s'est allumé. Un seul dossier est apparu. J'ai cliqué dessus pour l'ouvrir. C'était un déluge. Des centaines de mails, de feuilles de calcul, et de communications cryptées. J'ai tout de suite vu les fils conducteurs. Des échanges entre une adresse email anonyme, je savais que ça devait être Evan. Le ton était trop arrogant, la grammaire trop approximative, et quelqu'un identifié uniquement comme consultant MRG. Il discutait des routes maritimes, des manifestes de cargaison, des horaires des patrouilles de sécurité. Tout était là. Une chronique détaillée de leur trahison. Mon doigt faisait défiler sans relâche, la liste des emails, des plannings, des factures, des mises à jour de statut. Et puis, j'ai vu un objet de mail, qui m'a glacé le sang dans les veines. C'était un email d'Evan à mon père. Il disait, cache ça à fête. Planning mis à jour. J'ai cliqué dessus. Mes yeux ont parcouru le contenu. Un calendrier révisé, pour une série de convois médicaux se déplaçant, à travers une province instable du Yémen. La date de l'email, était 3 jours avant l'embuscade. Il savait. Il connaissait mon emploi du temps exact. Ce n'était pas un cas où ils avaient vendu des informations aléatoires, dans lesquelles je m'étais trouvé piégé par hasard. Ils avaient vendu l'itinéraire spécifique et détaillé de mon convoi, sachant pertinemment que je serais dedans. Ils me l'avaient activement et délibérément caché. Ils m'avaient offerte comme dommage collatéral. Un pion à sacrifier. Ma vue s'est brouillée. Une vague de nausée m'a submergé. Je me suis forcé à continuer de chercher. Mes actions étaient devenues purement mécaniques. Il y avait un dernier fichier dans le dossier. Un PDF protégé par mot de passe. L'indice pour le mot de passe était « héritage ». J'ai tapé « Evan » et le fichier s'est ouvert. Le titre en haut de la page indiquait « Convoi Yémen ». Rapport de fin de mission. C'était une évaluation interne de MRG, détaillant les résultats de l'attaque. Elle listait les actifs détruits, 2 véhicules blindés, un camion de transport, des fournitures médicales. Et puis, la liste des pertes. Ma respiration s'est bloquée dans ma gorge. J'ai vu le nom du sergent Davis. J'ai vu le nom du caporal Chen, juste en dessous. Et puis, en bas de la page, sous la rubrique « Pertes confirmées » et une sous-section intitulée « Blessé au combat », se trouvait mon propre nom. Lieutenant Fett Mason. Et en dessous de tout cela, tout en bas du rapport, il y avait une signature numérique authentifiant le document. Un ultime sceau d'approbation. R. Mason. Il avait donné son accord. Il avait vu mon nom sur une liste de pertes. Une liste que ses actions avaient créée. Et il y avait apposé sa signature électronique. Il avait validé le meurtre de mes hommes, et la mort imminente de sa propre fille. Un son s'est échappé de ma gorge. Un sanglot brut, déchirant, qui a été englouti par l'immense espace vide du hangar. Si vous avez déjà découvert une vérité si dévastatrice, qu'elle vous a mis à genoux, s'il vous plaît, soutenez cette histoire en appuyant sur le bouton j'aime. Et dans les commentaires, tapez simplement le mot « courage ». Si vous croyez que trouver la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est l'acte de courage ultime. Mon entraînement a pris le dessus.
Une bouée de sauvetage, dans cet océan écrasant de chagrin et de trahison. J'ai copié l'intégralité du disque sur l'ordinateur portable. Je me suis connecté au Wi-Fi du chantier naval. Et avec des doigts tremblants, j'ai envoyé l'intégralité de la base de données non censurée, à l'adresse email sécurisée de l'amiral Harris. Mon téléphone a sonné moins d'une minute plus tard. C'était lui. Lieutenant, qu'est-ce que c'est? Où avez-vous trouvé ça? Au chantier naval, monsieur. C'était dans le coffre de mon père. Il y a eu un moment de silence stupéfait, à l'autre bout de la ligne. Faites, c'est une question de sécurité nationale maintenant. Vous avez désobéi à un ordre direct. Votre nouvel ordre est de vous retirer. Ne dites rien, ne faites rien. Est-ce compris? J'ai regardé le rapport des pertes, qui brillait toujours sur l'écran de l'ordinateur portable. J'ai vu le visage du sergent Davis. J'ai entendu ses dernières paroles. Et j'ai su que je ne pouvais plus garder le silence. Ma voix, lorsque j'ai parlé, était brisée, mais claire. Avec tout le respect que je vous dois, amiral, ai-je dit, les larmes coulant enfin, chaudes et rapides sur mon visage. C'est le silence, qui a fait tuer mes hommes. Le lendemain matin, après avoir envoyé ce disque dur à l'amiral Harris, l'enfer s'est déchaîné. Je me suis réveillé dans le logement temporaire, que la Navy m'avait discrètement arrangé, au son de mon téléphone qui bourdonnait sans cesse. Une alerte d'information locale, fut la première chose que je vis. Le gros titre a fait l'effet d'une détonation. Une importante famille de chantiers navals de Mount Pleasant visée par une enquête fédérale pour fuite de renseignements militaires. En dessous, figurait une photo de la maison immaculée de ma famille. Elle était maintenant entachée, par la présence de 2 berlines bleues foncées du FBI, garées dans l'allée. C'était partout. Sur toutes les chaînes d'information locales de Charleston. Dans chaque émission matinale. Les maçons, le sommet de l'honneur du Sud, faisaient maintenant l'objet d'une enquête fédérale pour trahison. Mon téléphone a sonné. C'était ma mère. J'ai failli ne pas répondre. Mais, poussé par une curiosité morbide, j'ai accepté l'appel. J'ai été accueilli par une tempête de sanglots hystériques. Tu nous as ruinés, Faites, a-t-elle gémi. Sa voix était chargée de panique et d'accusation. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? À ton père? Une fureur froide et dure, que je ne me connaissais pas, a surgi du plus profond de moi. La famille, ai-je hurlé dans le téléphone, la voix tremblante de rage. Tu veux parler de famille? Tu es resté les bras croisés, pendant qu'il signait mon arrêt de mort. Vous n'êtes pas ma famille. J'ai raccroché, la main tremblante. Le son de ses sanglots résonnait encore dans mon oreille. Mais ce n'était que la première salve. L'attaque principale restait à venir. 1 heure plus tard, Chloé a lancé son arme. Elle est apparue sur son Instagram, son Facebook, et a été rapidement reprise par les blogs locaux. C'était une vidéo magistralement produite. Tournée dans ce qui ressemblait à son salon, parfaitement décoré. Elle portait un pull doux, couleur crème. Son maquillage était impeccable, et ses yeux brillaient de larmes bien répétées. Le titre était un coup de génie manipulateur, ma sœur, l'héroïne, le SSPT et la dissimulation militaire. Ma sœur, Faith, est une héroïne, a-t-elle commencé, la voix tremblante avec article. Elle a servi notre pays avec bravoure, et elle a été blessée. Elle a été touchée, et elle n'a plus été la même depuis. Elle a fait une pause, essuyant une larme qui n'est jamais tombée. Elle souffre d'un grave SSPT. Elle est instable. Et je crois qu'elle est manipulée par certaines personnes dans l'armée, pour créer cette horrible histoire sur notre famille. La vidéo a ensuite coupé vers des extraits, de la cérémonie de remise des médailles. Elle avait monté les images, pour me donner l'air désorientée et confuse. Elle a utilisé un plan de moi en train de tressaillir lorsque les applaudissements sont devenus forts, le présentant comme un symptôme de mon instabilité. Elle a sous-entendu que toute cette enquête pour trahison, était une illusion. Un fantasme paranoïaque que j'avais concocté, pour blesser la famille qui ne voulait que m'aider. Elle a transformé mon traumatisme en arme, et mon service en signe de folie. En l'espace de 3 minutes, Chloé m'avait transformé, de victime et lanceuse d'alerte, je devenais une méchante dangereuse, atteinte d'une maladie mentale. Elle avait assassiné ma réputation, avec une efficacité brutale.
La vidéo est devenue virale dans notre communauté. L'histoire était tout simplement trop convaincante. L'histoire tragique d'une vétérane blessée, s'en prenant à sa famille aimante et solidaire. Les commentaires étaient un raz-de-marée de sympathie pour eux. Le hashtag a commencé à être populaire dans le low country, sauver fête d'elle-même. C'était brillant. C'était vicieux. Et ça fonctionnait. Ce n'était pas seulement une attaque personnelle contre moi. C'était un assaut direct contre ma carrière, et ma crédibilité en tant qu'officier. Un lieutenant de marine souffrant de délire paranoïaque. J'étais fini. Ma parole ne valait plus rien. L'appel officiel est arrivé cet après-midi-là. C'était l'amiral Harris. Sa voix était tendue, lourde. Lieutenant, j'ai vu la vidéo. Les hauts gradés commencent à s'inquiéter. L'image que ça renvoie est compliquée, a-t-il dit. Je vous place en congé administratif temporaire. C'est un ordre officiel. C'est pour vous protéger, et pour protéger l'intégrité de l'enquête contre ces accusations. La ligne a été coupée. Et je suis resté assise là, dans le silence stérile de l'appartement, les mots résonnant dans mes oreilles. Congé administratif. C'était une suspension. J'étais mise sur la touche, reléguée sur le banc de touche, isolée. Ma propre famille, les personnes qui avaient essayé de me faire tuer, avaient réussi à me bâillonner. Ils avaient gagné. J'ai regardé mon uniforme de cérémonie, accroché à la porte du placard. Et pour la première fois de ma vie, je me suis senti totalement et irrémédiablement vaincu. J'ai passé les quelques jours suivants, dans un brouillard de désespoir. Je me sentais comme un fantôme, dépouillé de mon grade, de ma mission, de ma voix. Le monde auquel j'avais dédié ma vie, m'avait tourné le dos. Tout cela parce que les mensonges de ma famille, étaient plus acceptables que la laide vérité. J'avais l'impression d'avoir tout perdu. Puis, un après-midi, on a frappé à la porte. J'ai ouvert, et j'ai trouvé un livreur tenant un petit paquet en papier craft. Je l'ai rentré à l'intérieur, mes mains bougeant lentement, engourdies. Il n'y avait pas d'adresse d'expéditeur. Je l'ai déchiré. À l'intérieur, niché dans du papier de soie, se trouvait une lettre manuscrite. Sur du papier à lettres simples et élégant. Je l'ai déplié. L'écriture était soignée, féminine, et légèrement tremblante. Cher lieutenant Mason, commençait-elle. Je m'appelle Sarah Davis. Je suis la mère du sergent Michael Davis. Mon cœur s'est arrêté. J'ai dû m'asseoir, la lettre tremblant dans mes mains. Mon mari et moi, avons suivi les nouvelles de Charleston, poursuivait la lettre. Nous avons vu les vidéos, et les choses terribles qu'ils disent sur vous. J'ai besoin que vous sachiez, que nous n'en croyons pas un seul mot. Nous vous connaissons. Nous savons que vous étiez avec notre Michael, dans ces derniers instants. Nous savons que vous vous êtes battu. Pour ramener notre garçon à la maison. Vous n'avez jamais abandonné à l'époque, et nous savons que vous n'abandonnez pas la vérité aujourd'hui. Une larme que je ne me savais pas capable de verser, a éclaboussé la page, faisant baver l'encre. Merci de ne pas laisser le sacrifice de notre fils tomber dans l'oubli. Merci de dire la vérité, quel qu'en soit le prix. Vous êtes notre famille, maintenant. J'ai serré la lettre contre ma poitrine, le papier se froissant dans mon poing. Un sanglot rauque a jailli de ma gorge, puis un autre. Ce n'était pas un sanglot de désespoir. C'était un soulagement profond, douloureux. Ce morceau de papier contenait plus d'honneur, plus d'amour, plus de vérité, que ma famille ne m'en avait jamais montré, en toute une vie. C'était ça, ma véritable médaille. C'était la famille pour laquelle je m'étais battu. C'était la raison pour laquelle je ne pouvais pas abandonner. Pas maintenant. Pas jamais. La salle d'audience militaire de la base navale de Charleston était aussi froide et silencieuse qu'un tombeau. L'air était encore lourd d'anticipation. La lumière du soleil luttait à travers les fenêtres hautes et étroites. Elle découpait des rectangles nets, sur le sol poli. J'étais assise seule à la table des témoins. Une silhouette solitaire, dans mon uniforme blanc de cérémonie. Cet uniforme, je le ressentais différemment aujourd'hui. Ce n'était pas seulement un symbole de mon service. C'était mon armure. De l'autre côté de la pièce, à la table des défendeurs, était assise ma famille. Mon père, Richard, projetait une aura d'arrogance indignée. La mâchoire serrée, ses yeux balayaient la pièce,
comme s'il était la victime d'une injustice. Chloé était assise à côté de lui, chuchotant intensément à l'oreille de leur avocat. Son visage était un masque d'inquiétude calculée. Ma mère, Eleanor, se contentait de regarder ses propres mains, tordant son alliance, refusant de regarder qui que ce soit. Et Evan. Evan avait juste l'air pâle et terrifié. En entrant dans la pièce quelques instants auparavant, les chuchotements s'étant tus alors que tous les regards se tournaient vers moi, j'avais pensé à ma grand-mère. Elle était la seule âme bienveillante de cette famille, disparue depuis plus d'une décennie. Une phrase qu'elle avait l'habitude de me citer, tirée de sa vieille Bible usée, a résonné dans mon esprit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je me suis accroché à ces mots comme à une bouée de sauvetage. Aujourd'hui, j'étais ici pour ma liberté. Après des heures de requêtes procédurales, et de témoignages arides d'agents fédéraux, mon père a été appelé à la barre. Il a marché d'un pas assuré. Un homme totalement convaincu de sa propre droiture. Il a prêté serment, et a commencé sa représentation. Il était magistral. Sa voix était posée. Teintée du chagrin d'un père aimant, forcé d'endurer un cauchemar. Tout ceci est un terrible, un tragique malentendu, a-t-il commencé. Ses yeux balayaient le panel d'officiers supérieurs, présidant l'audience. Ma fille est une héroïne. Nous sommes tous si fiers d'elle. Il a fait une pause, sa voix se brisant. Mais, elle a été terriblement blessée. Elle souffre d'un grave syndrome de stress post-traumatique. Elle ne va pas bien. Et nous pensons qu'elle a été indûment influencée, peut-être même manipulée par la Navy, pour construire ce fantasme, afin de s'en prendre à sa famille. Il a eu l'audace d'utiliser l'exacte campagne de diffamation de Chloé. De prononcer ces mensonges empoisonnés, sous serment, lors d'une audience fédérale. Puis, il s'est tourné, et m'a regardé directement. Ses yeux ne suppliaient pas. Il ne demandait pas pardon. Il m'ordonnait, faites, dis-leur. Mets fin à tout ça maintenant. Même ici. Même maintenant. Après tout ce qui s'était passé. Il croyait encore avoir le contrôle sur moi. Il me voyait toujours, comme une enfant désobéissante. Pas comme le témoin de sa trahison. J'ai soutenu son regard sans faiblir. Mon expression était aussi inflexible, que le granit de son propre chantier naval. Je ne flancherai pas. Lorsque le témoignage de mon père s'est terminé, le procureur principal s'est tourné vers l'amiral Harris. Amiral. La Navy a-t-elle une réfutation aux affirmations de Monsieur Mason, concernant l'état mental du lieutenant Mason? L'amiral Harris s'est levé. Sa présence a capté toute l'attention de la pièce. Nous n'avons pas de réfutation, a-t-il dit, la voix calme et claire. Nous avons des preuves. Les lumières de la pièce se sont tamisées. Un grand écran, derrière le panel, s'est allumé. Les premiers documents sont apparus. Les emails du disque dur. Les mots imprudents d'Evan. Les instructions froides de son père. Ensuite, les relevés bancaires. Le bordereau de dépôt de 7 500 €, suivi des relevés montrant les 50 000 € versés, sur le compte d'Evan. Un faible murmure a parcouru l'assistance. Chloé m'a lancé un regard venimeux. L'assurance de mon père a commencé à se fissurer, un léger voile de sueur apparaissant sur son front. Et enfin, a continué l'amiral, baissant la voix. Nous avons des enregistrements audio. Le premier enregistrement a commencé à jouer. La qualité du son était métallique, mais la voix était indéniable. C'était le ton plat et robotique de l'appel téléphonique menaçant. Arrêtez de creuser, Madame Mason. Vous ne voulez pas des réponses que vous cherchez. Les experts en analyse vocale du FBI ont confirmé avec une certitude de 99%, a déclaré l'amiral, que le locuteur est Monsieur Evan Mason. Evan s'est enfoncé dans sa chaise, le visage de la couleur des cendres. Ma mère a laissé échapper un petit hoquet étranglé. Et un de plus, a ajouté l'amiral, verrouillant son regard sur mon père. Le deuxième enregistrement était un appel téléphonique entre Richard Mason et l'homme connu uniquement sous le nom de consultant émergé. La voix de mon père était froide, brève, purement professionnelle. Il n'y avait aucune émotion, aucune hésitation. Juste une efficacité glaçante. Confirmé. Le convoi est en mouvement à 6 heures. Paiement comme convenu. Le silence qui a suivi a volé en éclats. C'était ma mère.
Elle a poussé un cri perçant, aigu. Un son de pure horreur absolue. L'ultime et indéniable vérité venait de s'abattre sur elle. La pièce a explosé dans une cacophonie de halètements choqués et de murmures furieux. L'officier principal a frappé de son marteau, réclamant le silence. Mais le mal était fait. La vérité avait éclaté. Dans le chaos qui s'en est suivi, le silence de ma famille a été plus accablant que n'importe quels aveux. Leur arrogance s'était évaporée. Remplacée par le visage nu et hideux de la culpabilité. Quand la salle s'est enfin calmée, l'officier président s'est tourné vers moi. « Lieutenant Mason, avez-vous une dernière déclaration à faire ?» Je me suis levé, la posture droite, la voix assurée. Je sentais le poids de chaque regard dans cette pièce. Mais je n'ai regardé qu'une seule personne. J'ai regardé mon père, droit dans les yeux. Je n'ai qu'une seule chose à dire. Ma voix n'a pas tremblé. Je n'ai pas survécu à cette embuscade par chance. J'y ai survécu malgré vous. Les mots ont atterri dans la pièce silencieuse, avec la force d'un coup de poing. J'ai vu la dernière étincelle de défi s'éteindre dans ses yeux. Remplacée par le regard vide d'un homme vaincu. J'avais dit ce que j'avais à dire. Je me suis rassise. L'audience s'est conclue rapidement après cela. Alors que les officiers se préparaient à donner leur résumé final, l'amiral Harris s'est levé une dernière fois. Il s'est adressé directement à mon père. Sa voix résonnait de l'autorité, d'une vie de service honorable. « Monsieur Mason », a-t-il dit, ses mots tombant comme un verdict accablant. Le vrai courage ne se trouve pas sur une médaille. Il se trouve dans la volonté de dire la vérité. Surtout quand cela signifie se dresser contre son propre sang. La séance est levée. 3 mois ont passé. La tempête de l'audience a cédé la place à un calme plat et troublant. Les répliques du séisme sont arrivées. Pas avec fracas, mais avec la voix froide et impartiale d'un présentateur du journal télévisé. J'étais assise dans mon appartement stérile et temporaire, à regarder les informations locales du soir. Une photo de mon père et d'Evan, sévères et impénitents dans leur costume sombre, est apparue à l'écran. Le présentateur a lu le verdict, avec une solennité d'usage. Richard et Evan Mason, condamnés à 20 ans de prison fédérale, pour trahison et complot. Chloé Mason, 5 ans pour entrave à la justice, et subornation de témoins. Eleanor Mason, 2 ans de mise à l'épreuve, pour non-dénonciation de crime. La justice avait été rendue. Ces mots auraient dû m'apporter un sentiment de victoire, de réparation. Mais, assise là dans le silence, il n'y a eu aucun élan de triomphe. Il n'y avait qu'un vide, profond et creux. J'avais gagné. Mais ce faisant, j'avais systématiquement démantelé toute l'architecture de ma vie. Ma famille n'était plus là. Emprisonnée, en disgrâce ou éloignée. Ma carrière, le socle même de mon identité, était dans les limbes. Flottant dans un océan de congés administratifs et de complexité politique. J'avais gagné la guerre, mais je me tenais seul sur le champ de bataille. Entouré des décombres, de ce qui était autrefois ma vie. J'avais tout perdu. Quelques jours plus tard, on a frappé à ma porte. Je n'attendais personne. J'ai ouvert, et j'ai trouvé l'amiral Harris qui se tenait là. Il n'était pas dans son uniforme empesé, mais portait un simple polo et un jean. Il tenait 2 tasses fumantes de café, provenant d'une boutique locale. Le geste était si simple, si chaleureux de façon inattendue, qu'il m'a prise au dépourvu. Je me suis dit qu'un bon café vous ferait du bien, a-t-il lancé, avec un petit sourire sincère. Je suppose que vous êtes fatigué du café de la caserne. Je me suis écarté pour le laisser entrer. Nous nous sommes assis à ma petite table à manger. Le silence était confortable entre nous. Nous n'avons pas parlé de l'audience, ou de la condamnation. Nous sommes simplement restés assis, à siroter le café noir et chaud, en regardant la lumière de l'après-midi, s'incliner à travers la fenêtre. Finalement, il a posé sa tasse, et m'a regardé, l'air sérieux. « Votre carrière, faite, a-t-il commencé, choisissant ses mots avec soin. C'est compliqué. En exposant cela, vous avez mis dans l'embarras des personnes très puissantes. Vous avez révélé une vulnérabilité, qu'il ne voulait pas admettre. Il a fait une pause, et je me suis préparé aux mauvaises nouvelles, que je savais imminentes. Mais, ce qu'il a dit ensuite, n'était pas ce à quoi je m'attendais. Mais,
vous avez aussi rappelé à chacun de nous ce à quoi nos valeurs fondamentales, honneur, courage, engagement, ressemblent réellement dans la pratique. Ce ne sont pas juste des mots qu'on imprime sur des affiches. Il s'est penché légèrement en avant, son regard ne fléchissant pas, quoi qu'il arrive ensuite, quoi que la commission décide, je veux que vous sachiez que je suis fier d'avoir servi avec vous, lieutenant. Les mots m'ont frappé avec la force d'un raz-de-marée. Fier. C'était le seul mot que j'avais passé ma vie entière à essayer d'obtenir de mon propre père. Et que je n'avais jamais reçu. L'entendre maintenant, de la bouche de cet homme, qui incarnait l'honneur même que mon père n'avait fait que simuler. C'était tout. Un barrage que je ne savais même pas avoir construit en moi, s'est rompu. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai pleuré. Pas des larmes de rage, ou de chagrin. Mais des larmes d'une gratitude silencieuse, et bouleversante. Il n'était pas mon amiral, à ce moment-là. Il était le père que je n'avais jamais eu. Le week-end suivant, on a de nouveau frappé à la porte. Cette fois, en ouvrant, j'ai été véritablement sous le choc. Dans le couloir, se tenait ma nièce, Anna. La fille de Chloé, âgée de 16 ans. Elle avait l'air toute petite et effrayée, les yeux écarquillés. Mais sa mâchoire était crispée avec une obstination, qui m'a rappelé un peu moi-même à cet âge. Tante Faite, a-t-elle demandé, la voix dépassant à peine le murmure. Elle serrait un petit sac à dos, contre sa poitrine. Anna, que fais-tu ici? Ta grand-mère sait que tu es là. Elle a secoué la tête, le regard fixé sur le sol. Non, je t'ai apporté quelque chose. Elle a plongé la main dans son sac, et en a sorti une petite clé USB argentée. Elle me l'a tendue, de sa main tremblante. C'est tout. Toutes les images brutes. Avant que maman ne monte le tout. J'ai fixé ce petit morceau de métal et de plastique, réduite au silence par la stupeur. Je l'ai pris. Anna. Pourquoi? C'est à cet instant qu'elle a enfin levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient noyés de larmes. Parce qu'elle a menti, a dit Anna, la voix brisée par une douleur, bien trop vieille pour une adolescente de 16 ans. Ma mère a menti. Et grand-mère et grand-père, ils ont menti aussi. J'ai tout regardé. Je les ai écoutés. Et ce n'était que des mensonges. Elle a pris une inspiration tremblante. J'ai déjà envoyé une copie de ça au FBI. Pour qu'ils sachent. Pour que tout le monde sache que tu n'as pas le SSPT. Que tu n'inventais pas les choses. Elle a essuyé furieusement ses larmes. Je ne veux pas être comme eux. Je ne veux pas faire partie des mensonges. J'ai regardé cette fille, ma nièce. Elle avait risqué la colère de ce qui restait de sa famille, pour faire ce qui était juste. Elle avait choisi la vérité, plutôt que la loyauté envers un mensonge. Le nom de maçonne n'était pas une malédiction après tout. Il y avait encore de l'espoir. Je l'ai prise dans mes bras, la serrant fort contre moi, pendant qu'elle sanglotait sur mon épaule. J'ai ressenti un changement profond en moi. Un sentiment de clarté, que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le vide a commencé à se retirer, remplacé par quelque chose de nouveau. Un but. Tu ne détruis pas cette famille, Anna, ai-je murmuré dans ses cheveux, ma voix lourde d'émotion. Tu viens juste de commencer à la reconstruire. À ce moment-là, en serrant ma nièce dans mes bras, j'ai su ce que j'avais à faire. Ma guerre n'était pas terminée. Elle avait juste changé de forme. Je ne me battais plus contre quelque chose. Maintenant, j'avais quelque chose pour quoi me battre. 5 ans plus tard. Je me tiens sur le balcon d'un nouveau bâtiment. Une structure moderne de verre et d'acier, bâtie sur d'anciennes fondations de béton et de trahison. Je regarde le port de Charleston. L'air salin porte les sons familiers des oiseaux marins, et des cornes de brume lointaines des navires. Une douce brise fait bruisser le drapeau, qui flotte fièrement sur le mât de la cour centrale. Pas seulement la bannière étoilée. Mais un deuxième drapeau, portant un nouvel écusson. En dessous, une plaque de bronze étincelante indique « l'Académie maçonne pour le service éthique ». Après que les preuves d'Anna m'ont complètement innocenté, la Navy m'a proposé de reprendre ma carrière. Mais quelque chose en moi avait changé. Mon combat n'était plus dans les déserts des pays étrangers. Il était ici. J'ai accepté une démobilisation honorable. En utilisant les indemnités que j'avais reçues,
et la notoriété inattendue que mon histoire m'avait apportée, j'ai fait la seule chose à laquelle personne ne s'attendait. Lorsque les US Marshals ont saisi tous les biens des maçonnes, j'ai attendu. Et aux enchères gouvernementales, j'ai acheté l'ancien chantier naval. J'ai acheté le sol même, où l'honneur de ma famille était mort. Et j'ai décidé d'y planter quelque chose de nouveau, à la place. Là où mon père et mon frère avaient bâti un héritage de cupidité, j'en bâtirai un d'intégrité. L'endroit qui fut autrefois la source des mensonges, est aujourd'hui une institution à but non lucratif. Un lieu qui enseigne aux futurs dirigeants de l'armée, du gouvernement et des entreprises, que l'honneur n'est pas un mot dont on hérite. C'est un choix que l'on fait, chaque jour. Une voix vive et assurée, vient couper le fil de mes pensées. Ça a de l'allure, tant de fête. Je me retourne, et je souris. À côté de moi se tient une aspirante de la marine. Sa posture est droite comme un i, dans l'impeccable uniforme de cérémonie de l'Académie navale des États-Unis, à Annapolis. C'est Anna. À 21 ans, elle n'est plus la fille effrayée, qui s'était présentée à ma porte. C'est une femme de conviction, aux yeux clairs et assurés. Elle observe le campus animé en contrebas, les jeunes qui marchent entre les salles de classe, autrefois de bruyants hangars de fabrication. Tu as tout reconstruit, dit-elle, avec une note d'admiration dans la voix. La boucle était maintenant bouclée. Un autre maçonne en uniforme. Mais cette fois, c'était un choix fait non pas par défi envers une famille, mais au service d'un idéal. L'idéal d'une intégrité absolue. Je l'observe un instant. Mon cœur se gonfle d'une fierté silencieuse et farouche. C'était là, le véritable héritage des maçonnes. Celui qui comptait. C'est une bonne petite, je dis doucement, plus pour moi-même que pour elle, sachant qu'Anna était la meilleure chose sortie de tous ces décombres. Le regard d'Anna dérive vers les quais. Le navire amiral de la petite flotte de l'Académie est un vieux bateau remis à neuf, utilisé pour des missions d'aide humanitaire. Il livre des fournitures aux zones frappées par les ouragans dans les Caraïbes. Autrefois, c'était le bateau préféré de mon père. Nous avons gardé la plaque nominative à la poupe, comme un rappel. The Eleanor. Est-ce que tu leur as pardonné, demande-t-elle, d'une voix basse. Une question qu'elle gardait clairement en elle, depuis longtemps. Je suis son regard. Pensant à mon père et à mon frère, dans une prison fédérale d'un autre État. À Chloé, maintenant en liberté conditionnelle, vivant quelque part dans le Midwest sous un nom d'emprunt. À ma mère, à qui je n'ai pas parlé, depuis le jour de la condamnation. L'ancienne colère brûlante a disparu. Les bords tranchants de la trahison ont été lissés par le temps. Tout ce qui reste est une sorte de tristesse creuse. Le fantôme d'une blessure qui s'est refermée depuis longtemps. Le pardon, ce n'est pas oublier, Anna, dis-je en me tournant vers la mère. Et ce n'est pas dire que ce qu'ils ont fait était correct. Ce n'était pas le cas. Et ça ne le sera jamais. Je prends une inspiration, l'air salin remplissant mes poumons. Le pardon, c'est accepter la vérité de ce qui s'est passé, dans toute sa laideur, et ensuite faire le choix conscient, de ne plus la laisser avoir de pouvoir sur toi. C'est de choisir ta propre paix. Alors, tu as enfin trouvé la paix, dit Anna, avec un doux sourire. Je secoue la tête lentement. Mes yeux dérivent vers le mur de mon bureau, visible à travers les portes vitrées du balcon. Accrochée là, dans un cadre simple et élégant, se trouve ma purpelate. Ce n'est plus le rappel d'une trahison. C'est le rappel d'une survie. Le rappel du prix de la vérité. Non, Anna, dis-je, la voix claire et certaine. Je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai bâti. Parce qu'un véritable héritage, ce n'est pas le nom qu'on vous donne. Ce n'est pas l'entreprise dont vous héritez, ou la réputation dans laquelle vous naissez. C'est ce que vous bâtissez, à partir des morceaux brisés de votre vie. Ce sont les choix que vous faites, alors que vous avez toutes les raisons d'abandonner. Moi, fête maçonne, on m'avait donné un héritage de mensonges et de déshonneur. Mais j'ai choisi la vérité. Et des cendres de la trahison, j'ai créé mon propre héritage. Un héritage qui est paisible, honnête et indestructible. Mon histoire, de cette cérémonie douloureuse, à l'Académie qui se dresse ici aujourd'hui, est maintenant racontée. Mais je sais que ce n'est qu'une histoire parmi tant d'autres. Beaucoup d'entre vous qui écoutez, ont mené leur propre bataille silencieuse. Et ont dû bâtir leur propre paix, à partir de zéro. Si vous croyez que nous sommes les architectes de notre propre héritage, s'il vous plaît,
soutenez cette chaîne en appuyant sur le bouton j'aime. Pour ma dernière question, je serais honoré de lire vos réponses dans les commentaires. Quelle est l'unique chose que vous êtes fier d'avoir bâtie dans votre vie? Abonnez-vous pour continuer à faire partie d'une communauté où les histoires de résilience sont entendues et honorées. Merci de m'avoir écouté.